j'ai très hâte à cette conversation. Mon nom, c'est Becky Sadaskamus-Kaufner. Je suis la co-directrice du caucus pour les relations autochtones urbaines. Mon co-directeur n'est pas ici aujourd'hui, mais nous avons Kamala Todd et Damon Johnson aujourd'hui. J'aimerais commencer, premièrement, pour m'introduire moi-même. Et ensuite, je vais introduire les conférenciers à partager des commentaires sur leur expérience personnelle, leur propre contexte, et de pouvoir, afin de mieux comprendre leur perspective de l'avant. Donc, moi, je suis du territoire du Traité 6 dans la Nation Cri, et je travaille présentement sur ce territoire, à Saskatoon. Je suis une survivante du 60 Scoop. J'ai été élevée dans le service de DPJ. Et de cette expérience, je suis arrivée à comprendre la façon que le monde fonctionne à travers une perspective antiraciste. Donc je regarde tout à travers cette perspective antiraciste et je travaille dans le gouvernement. Je le perçois dans les 3 niveaux du gouvernement. Donc je travaille avec le gouvernement fédéral, provincial et maintenant municipal. Donc, présentement, je travaille avec la municipalité de la ville de Saskatoon et je l'ai fait pendant les dernières 14 années en termes de pratiquante antiraciste et je travaille pour le projet d'abolition du racisme systémique et j'ai travaillé dans une coalition nationale pour élaborer une stratégie nationale. Et maintenant, je suis très heureuse de faire partie de cette nouvelle itération de cette coalition UPIP pour la population urbaine autochtone. Donc, encore une fois, merci de se joindre à nous aujourd'hui pour cette mobilisation nationale. Et Kamala, si tu aimerais partager un peu de vos pensées afin de vous présenter. Merci beaucoup. J'espère que le niveau de sucre, et de pression est correct. Présentement, c'est vraiment super d'être avec vous présentement. Merci de m'inclure dans cette conversation. Je vous parle aujourd'hui dans cette place maintenant nommée Gibson, sur la côte Sunshine, sur le territoire Squamish. C'est aussi une région qui a des milliers d'années de relations et d'histoire et de garde et de protection par les peuples Hokaminum et les personnes Coast Salish du Nord. Mais ma famille vit ici depuis 9 ans. Je travaille encore avec la ville de Vancouver et d'autres municipalités à travers l'eau. Moi-même, je suis née et élevée à travers ce qui est maintenant appelé Métro Vancouver. Donc, c'est le seul chez moi que j'ai connu. Mes enfants sont nés là aussi, mais mes propres ancêtres sont nés sont de la nation Cri et Métis. Les Todd, Désolé, La Framboise, Cardinal, d'autres noms de famille différentes Cri et Métis, incluant le Red River et la réserve de Whitefish Lake et Turtle Mountain. Et je peux dire ces noms de lieux parce que ça fait partie de mon arbre généalogique. Et je fais de la recherche sur l'histoire, mais à travers ce genre de déplacement, exil, j'ai grandi sur le territoire des autres. J'ai grandi sans connaître ma langue. Mon grand-père parlait le cri, mais il ne l'a pas enseigné à ses enfants. Et ma mère a travaillé de façon consistante pour vraiment connecter nos nations. Elle a déménagé à Vancouver comme enfant et est élevée à une époque où c'était très, très raciste, aussi à Edmonton. Donc, j'ai vu ma mère en tant que cinéaste et militante à sa propre façon, vraiment de se conduire de façon très respectueuse et de toujours sentir cette responsabilité en tant que femme. Et mon enfance a été passée dans les centres d'amitié. On les appelait des centres indiens à l'époque, mais c'était vraiment un mélange de gens qui venaient de la Terre et des gens qui venaient d'autres terres. Et Vancouver a
a vraiment une convergence de beaucoup de ces peuples depuis très longtemps. Donc, j'ai tenté de trouver une façon de voir qu'est-ce que ça veut dire, une personne qui n'est pas de ces terres, mais qui est en amour et qui comprend ces lieux. Et j'essaie de désapprendre et réapprendre quelles sont mes responsabilités et comment les porter et comment soutenir les personnes et peuples de ces terres afin de pouvoir maintenir nos propres responsabilités. Donc, j'ai travaillé à plusieurs niveaux, surtout avec la ville de Vancouver. Donc, depuis l'an 2000, de façon sur des projets comme le projet Dialogue, un projet appelé Seriescapes qui adresse l'effacement raciste et colonialiste, donc qui est exprimé d'une grande façon dans la ville. Donc, pour se rappeler à tous que même dans la ville, quand on n'est pas sur nos territoires, mais on est dans la ville et il y a plusieurs peuples, nous avons quand même des droits. Et même comme en tant que personnes qui ont été déplacées. Donc, moi, la plus grande chose, quand j'apprends présentement, c'est de travailler. Donc, la ville de Vancouver travaille avec les peuples Tsleil-Waututh, Musqueam et Squamish pour vraiment engendrer UNDRIP, l'entente des Nations Unies. Et donc, j'essaie vraiment de voir comment est-ce que la ville de Vancouver peut travailler avec des personnes autochtones, urbaines. Donc, c'est très... Donc, je serais très heureuse de partager des exemples de ça. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant. Donc, Kamala et moi, nous avons eu l'honneur d'avoir des conversations de façon précédente. Donc, Damon, pourriez-vous, s'il vous plaît, partager vos pensées? Donc, parler un peu de ce que vous avez retenu. Donc, moi, je suis membre du Queen First Nation à Thunder Bay. Donc, c'est une réserve urbaine, l'autre bord de la rivière de la ville de Winnipeg. Donc, avant, c'était 2 villes. Donc, les interactions entre nous-mêmes et les citoyens de Thunder Bay, la tension a toujours été haute. Les relations étaient vraiment reliées, au hockey. Donc, il y avait des jeunes non autochtones qui venaient sur la réserve pour jouer avec nous. J'ai été une personne urbaine autochtone toute ma vie. Mes grands-mères étaient Anishinaabe, mais une a marié une personne irlandaise et ma grand-mère a marié un francophone. Donc, ensuite, elles ont déménagé de la réserve. Et mon père vient du Ignis, en Ontario. C'est entre Thunder Bay et c'est sur la transcanadienne. Et il y avait beaucoup de succès, mais il a noyé quand j'étais jeune. Donc, je ne l'ai jamais connu. Donc, j'ai été élevée par une mère monoparentale. Et j'avais beaucoup de chaos dans ma vie, beaucoup de drames. Mais je sais pas comment, mais j'ai survécu. Et me voilà aujourd'hui en train de profiter de la vie. Mon expérience urbaine, j'ai payé un très grand prix parce que bien sûr, j'ai perdu ma langue. Mais la perte de langue sur ma réserve a été très élevée. Mais j'ai perdu ma langue parce que je ne grandissais pas dans la communauté. Et j'ai été vraiment différent. Moi, je m'en suis sortie différemment des restes de la communauté. Et quand j'ai appris l'usage de la langue, il y avait d'autres différences. Des fois dans l'apparence, dans la façon que les choses étaient faites.
quand je visitais la réserve de ma mère, on visitait notre famille élargie. J'étais toujours une personne très curieuse comme personne. Donc, ça provoquait beaucoup de questions dans mon esprit, des questions sur mes membres de famille sur la réserve. Et il y avait des différences qui étaient même visibles à moi-même. Et j'ai continué à faire ça même au fur et à mesure que je grandissais, afin de pouvoir trouver des réponses à ces questions. Ce qui me cause ça, ce qui me faisait penser à ce qui a provoqué la loi sur les Indiens, et ça m'a fait penser aux impacts sur nous et l'impact sur nous sur réserve, et le fait que on a été différents, ceux qui nous avons vécu hors réserve. En particulier, je voulais essayer de comprendre ces différences et comment elles ont affecté nos populations. Ces effets, quels ont été les résultats des effets sur les gens? Les gens ont commencé à déménager dans les villes en plus grand nombre. Comme quelqu'un disait, il y en avait la moitié qui vivaient à l'extérieur de la communauté, beaucoup dans la ville de Thunder Bay, beaucoup dans des villes comme Winnipeg. Nos vies, les effets sur nos vies et le résultat ou le cheminement de nos vies, nos cheminements ont été différents que ce qui serait arrivé si on serait resté dans la communauté. C'est basé sur des données probantes. Ce fut documenté. Donc, cette compréhension, c'est important pour notre futur, en particulier, parce que ça nous permet de lâcher prise et de guérir. Et cette guérison peut inclure une réappropriation de la langue. Et beaucoup de personnes maintenant prennent des cours pour apprendre leur langue. Donc, ça fait partie du processus. On sait à quel point c'est important la langue. Pour plusieurs groupes dans le monde, on a besoin de regarder seulement aussi loin que le Québec et prendre des mesures pour protéger leur langue. Alors, pourquoi est-ce que notre langue serait moins importante que cela? Ce sont des éléments critiques de notre futur, de l'autodétermination, de l'autogouvernance. Une autre priorité pour moi, c'est la qualité du leadership. À quel point est-ce que les leaders sont importants dans les communautés partout? Quand je dis qualité de leadership, pour moi j'ai 75 ans cette année. Et je regarde en arrière sur ma vie, le contexte, un élément important de notre société, la politique. Qu'est-ce que nous disaient les leaders politiques lorsqu'on était petits? Et qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Qu'est-ce qui est différent? Vous comprenez? Je crois qu'un des plus grands enjeux pour l'humanité en ce moment, c'est la moralité, c'est le code d'éthique ou l'éthique en soi. Je regarde les 7 éléments qui me guident à tous les jours. Moi, je sais, pour moi-même, je n'ai pas besoin de d'autres guides dans ma vie. Si je peux être à la hauteur de ces choses, alors tant mieux pour moi. Mais moi, je sais où sont mes manquements. Le courage, l'honnêteté, la sagesse. Vous savez, qu'est-ce qui est plus puissant que ça? Là-dessus, Damon, peut-être que ça nous donne un bon lien pour la prochaine question. Pour lorsqu'on parle de gouvernance, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie que de parler de gouvernance en milieu urbain sur des territoires autochtones? Pourriez-vous continuer
dans cette ligne d'idées de qu'est-ce que ça signifie que de parler de gouvernance autochtone. Peut-être que Kamala, vous pourriez partager vos idées après, Damon? Eh bien, je crois que la plupart d'entre vous le savent. Il y a beaucoup de littérature sur l'autogouvernance en milieu urbain. Au fil des années, on a parlé à nos membres. On en a parlé. À quoi ça pourrait ressembler? Comment est-ce que ça pourrait fonctionner? Parce que lorsque les communautés urbaines se sont développées à Winnipeg, il n'y avait rien. On a créé la première organisation qui était le Centre d'amitié autochtone et métisse en 1958. Donc, si on avance dans le temps jusqu'en 2022, nous avons plus de 35 organisations différentes qui n'appartiennent pas à des Premières Nations ou des métisses. Ils n'appartiennent à personne. Ce sont des organisations urbaines. À Winnipeg, presque toutes ces organisations ont été co-créées par un mélange de personnes métisses et Premières Nations. Historiquement, la communauté ici était très petite. Ils n'ont formé cette association que seulement il y a quelques années. Ces 35 organisations formées depuis 1958 sont le fondement des services rendus aux personnes autochtones en milieu urbain. Que vous soyez, peu importe votre origine, que vous soyez Première Nation ou Métis, les Premières Nations, l'Organisation des chefs du Sud et l'Organisation du Nord, ils commencent à établir une capacité et les Premières Nations ouvrent des bureaux à Winnipeg pour desservir la population urbaine. Ensuite, il y a la venue des réserves urbaines. Ce sont des extensions des réserves originelles, mais dans la ville. Dans quelques cas, du Campion Barracks, qui a son propre nom, qui fut donné par la Première Nation Iqassiwan, pour partager un territoire de la ville, 7 acres ou plus pour le développement. Encore une fois, c'est énorme. C'est un changement énorme dans la plateforme autochtone à Winnipeg. Et il y a des données probantes qui démontrent une expansion de la population autochtone urbaine. Donc, une extension avec un nouveau territoire. À long terme, le résultat de ce genre d'activité, d'une perspective spirituelle, économique et émotionnelle, est, eh bien, le futur, c'est incroyable. Je sais, à partir des données probantes qui nous viennent de la Saskatchewan, il y a certaines villes en Colombie-Britannique également qui nous démontrent qu'il y a des opportunités fantastiques pour les Premières Nations. Il y a différents résultats lorsqu'on fait ce genre d'activité. Une partie de cette plateforme est l'organisation de comment on travaille. Comment travailler spécifiquement avec chaque section. Métis, Première Nation. Quelle est la nature de notre relation présente? Est-ce que c'est sur une base quotidienne? Est-ce qu'il y a, ou je crois qu'il n'y a pas d'entente formelle sur la nature de la relation et qu'est-ce qu'elle devrait être. Donc, si nous sommes conscients de cela, nous pouvons passer à l'action. Damon, vous avez dit qu'une organisation politique urbaine autochtone à Winnipeg, c'est le vôtre. Est-ce que vous pouvez partager votre expérience?
Quel est le nom de votre organisation? Le Conseil autochtone de Winnipeg. Quelle est la relation avec la municipalité ou la province? C'est une relation de travail, donc je fais partie du cercle de conseil pour le maire, puisque je suis qui je suis et puisque je représente l'organisation que je représente. Donc, il y a le cercle exécutif également. Il y a le conseil, il y a WIAC, il y a une entente formelle. Ensuite, le conseil, à ce que je sache, c'est la seule organisation de ce type pour une ville dans tout le pays. La ville de Winnipeg a une entente avec les Autochtones et ils sont engagés envers les appels à l'action de la Commission Vérité-Réconciliation qui s'applique aux municipalités. Également, en raison de la nature de notre relation, on peut avoir une influence sur les futures politiques de la ville, la législation, si c'est applicable, et des ententes formelles pour faire des choses. Donc, encore une fois, historiquement, la plupart de nos interactions avec le gouvernement municipal sont de nature informelle. Il n'y a pas d'entente écrite entre une organisation à la ville pour établir comment fonctionner, comment faire des choses ensemble. Le Centre d'amitié de Winnipeg, l'ancien, établi en 1958, comme j'ai mentionné plus tôt, de par sa vocation originelle, c'est un centre communautaire autochtone dans la ville. Mais la ville a tout un système de centres communautaires, mais le centre d'amitié n'en a jamais fait partie. Donc, ils ont manqué certaines opportunités offertes aux centres qui faisaient partie du réseau. Ils ont aussi manqué l'opportunité d'établir une relation plus formelle avec la municipalité et la possibilité de poser la question comment est-ce que la ville peut mieux soutenir le centre d'amitié comme centre communautaire autochtone. Plus important encore, il y a toutes les opportunités manquées pour les jeunes et les personnes âgées. Donc, on commence à travailler là-dessus maintenant et on commence à avoir des avantages. Et puisqu'on va bâtir un nouveau centre d'amitié, parce que l'ancien, on l'a perdu, et nous avons maintenant le centre d'amitié de Winnipeg et nous essayons d'établir une relation plus formelle avec la ville de Winnipeg pour avoir une plus grande reconnaissance. On veut et on travaille sur un deuxième également. Donc, cette expérience a déjà démontré en temps réel quelques avantages. On en voit d'autres à venir. Donc, ça, c'est du côté autochtone urbain. Ça n'inclut pas les personnes itinérantes autochtones. Ils font leurs propres choses. Il y a plusieurs membres de d'autres bandes qui vivent à l'intérieur de la ville. Nous avons donc une approche pleine de respect dans la reconnaissance des Premières Nations, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne sont pas tous pareils. Nous avons 5 nations différentes. Alors que nous allons de l'avant, nous allons faire d'autres choses pour essayer de renforcer tout cela. Lorsqu'on a commencé, Jem et moi-même, on entendait la perspective que vous exprimiez. Comment aller de l'avant d'une façon différente pour l'autogouvernance. Mettre le collectif de l'avant par rapport à l'individu. Donc, il y a une différence fondamentale. Cela crée une séparation entre
comment les décisions sont prises et pour quelles raisons les décisions sont prises. C'est intéressant que les municipalités devraient se sentir concernées avec le bien-être ou le mieux-être de la communauté, mais c'est souvent basé sur une relation de pouvoir et une relation d'argent. Donc, les personnes autochtones ont un rôle critique dans la prise de décision à jouer. C'est intéressant que vous puissiez siéger sur l'organisation qui conseille les entités officielles de la ville. Donc, une représentation des personnes autochtones est possible. Oui, j'espère renforcer notre relation avec les Premières Nations, les Métis. Nous détenons les droits. Donc, nous savons que le chef national et le président national du NFC et du ITK rencontrent les représentants du gouvernement sur une base presque quotidienne. Et ils disent au premier ministre et les membres du cabinet qu'ils nous représentent, peu importe où on vit. Pour moi, cette représentation doit être réelle. Cela doit avoir ou amener un résultat positif de changement. Oui, j'aimerais entendre Kamala. Kamala, j'aimerais entendre vos idées là-dessus. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, la gouvernance autochtone sur les territoires? Qu'est-ce que ça signifie, la gouvernance? Je suis quelqu'un qui observe, qui apprend. J'essaie de comprendre qu'est-ce que ça signifie ici. Beaucoup d'enseignements. Je crois que pour moi, ça commence avec le territoire, la relation au territoire, les droits, les titres qui viennent du territoire, ce à quoi ça ressemble, l'expression de comment les gens vivent. Ils ont le droit de déterminer ce à quoi ça ressemble. 150 ans et plus, ça fait 150 ans et plus qu'il y a une interférence entre ces personnes et leurs droits. L'expérience de la vitalité de ces systèmes de gouvernance, la façon que les gens s'organisent pour prendre des décisions, tellement de ce que nous avons observé, nous démontre qu'il y a une lutte constante pour continuer ces pratiques, rester dynamique, que de pouvoir continuer à exercer ses droits à l'autodétermination, à avoir un mot à dire dans la prise de décision, à être gardien du territoire, que de pouvoir prendre des décisions qui sont en accord avec vos lois et vos enseignements. Et évidemment, c'est différent pour différentes personnes. Les gens dans la ville ont des priorités différentes. Des droits, les gens ont toujours eu des droits. Et toute la délocalisation, lorsqu'il y a une délocalisation, on doit essayer de redéfinir. Il y a les gens qui détiennent des titres, il y a des lois différentes pour ces gens-là. Alors que je regarde en arrière, ma mère a partagé avec moi il y a quelques années plusieurs de ses notes et de ses documents. C'est du travail qu'elle a fait dans les années 80 alors qu'elle faisait de la recherche sur l'histoire des personnes autochtones à Vancouver, dans la ville. Il y a plusieurs pages de notes, c'est incroyable. Et qu'est-ce qui revient le plus souvent, c'est que il y a des efforts soutenus pour l'expression d'une défense des droits, de maintenir un effort pour maintenir les droits malgré les lois répressives, les politiques de génocide, la pression mise sur les gens qui essaient de défendre leurs droits, qui essaient d'avoir quelqu'un pour défendre leurs droits. Et lorsque c'est
défendu, les personnes autochtones ont continuellement défendu leurs droits au territoire, leurs titres sur le territoire, leur droit à l'autodétermination, leur droit de vivre comme ils l'entendent selon leur propre système. Ce fut continuel. Et évidemment, il y a eu beaucoup de pression dans les années 60. Davantage de personnes déménageaient en ville et le document blanc a créé une grande réponse. Mais c'est triste à voir. Cette lutte continuelle pour le fondement même de ce qui nous rend humains. Donc, j'ai passé du temps, ou elle a passé du temps avec Marjorie Bocaz dans la région de Saskatchewan. Elle est devenue une partie de notre famille. Elle a parlé d'autogouvernance sur soi-même, le droit à l'autonomie corporelle, l'autonomie d'identité. Et je pense à tout cela récemment beaucoup. Traditionnellement, nos communautés ont maintenu ces droits, le droit d'être qui nous sommes, de garder nos enseignements, notre sens de soi-même, de notre identité. Bien sûr, mes enfants sont à cet âge, 16 et 21 ans. C'est l'âge où on commence à savoir qui nous sommes, quel est notre endroit dans le monde. Et la gouvernance est reliée à cela. Donc, afin de déterminer pour nous-mêmes et de pouvoir prendre nos propres décisions, nous parlons de... Donc, en termes de Vancouver, j'ai témoigné de beaucoup de tentatives pour essayer de créer ces lois unifiées, pour créer des systèmes de gouvernement, des systèmes de décision, des corps qui peuvent répliquer et rassembler. Moi, je crois que de façon universelle, toutes les nations ont le concept du cercle, le cercle inclusif de décision, et que nous faisons tous partie du cercle de tout âge, de tout genre, tout ce que nous avons. Donc, ça a été vraiment une lutte continue. J'ai vu le Conseil autochtone qui travaillait sur ça, mais qui n'avait pas tant de voix politique, outre partager des informations. Donc, nous participions en tant que à la ville, et c'était bien pour les dialogues et tout, mais... Donc, il y a eu plusieurs organismes qui ont démarré pour se soutenir et pour s'assurer que tout le monde est inclus. Donc, il y en a plusieurs à nommer, et la plus grande, c'est le Conseil exécutif de Vancouver autochtone. Donc, c'est deux groupes. Donc, un fournit des services pour des groupes et qui ont été tous partis par des peuples autochtones, par des personnes autochtones, qui voulaient s'assurer qu'on a tous une représentation, des voix et une qualité de vie. Donc, je crois que je vais terminer sur ça. Merci beaucoup, Kamala. Avec ces réflexions, quelles leçons quel encadrement et les expériences pourraient aider à créer une meilleure continuité dans ce travail? Donc, moi, je pense que la plus grande chose, c'est la réalité, c'est que le public plus large, l'attitude, c'est du racisme continu, de l'oppression colonialiste continue, donc ce qui limite l'autodétermination des gens. Donc, j'espère que ce travail va pouvoir aider à l'affirmation des droits des gens, des personnes autochtones de façon générale, mais je crois tout de même que l'éducation et la conscientisation et la sensibilisation pour que les gens puissent vraiment comprendre et connaître le fait qu'on est encore sur des terres souveraines, non cédées. Nous avons des lois et des systèmes de gouvernance. Et je crois sincèrement que la Ville devrait graduellement aller dans cette direction, et il le fait depuis un certain temps. Il n'y a pas eu un changement à la charte de la Ville pour être les preneurs de décision pour cette terre. Ils n'ont pas l'autorité de le faire, mais ils le font.
mais je crois qu'il y aura des changements graduellement envers, pour penser au processus de décision, là, aux revenus. Donc, pour que les gens puissent comprendre pourquoi il y a eu un peu ce retour dernièrement, ils disent, ouais, il y a eu des réactions inflammées sur pourquoi est-ce que les Autochtones ont toujours besoin de plus. Donc, il faut vraiment qu'ils comprennent qu'ils sont sur des terres non cédées souveraines. Donc, je suis très inspirée et j'apprends de façon continue qu'est-ce que ça veut dire pour des nations qui revitalisent leurs lois. Donc, quand on parle de les histoires ont toujours été notre gouvernance, on parle de revitaliser des lois et je trouve beaucoup d'inspiration du Tsleil-Waututh, de la nation Tsleil-Waututh. Ils sont très courageux. Ils font beaucoup de travail pour protéger leur baie, par exemple, et en articulant ces droits et nous amenant dans cette lutte avec eux, ça nous inspire et ça nous permet de voir qu'est-ce que ça veut dire et de prendre en charge et de vraiment suivre leur loi. Donc, dans un contexte urbain, je pense que les gens ne peuvent pas penser à ça peuvent pas penser à ça comme un centre non autochtone. Ils ne peuvent pas continuer d'effacer. On pense à la mobilité des gens. Donc, moi, je travaille surtout avec les médias, l'art, le cinéma, l'art public, juste je parle de tout ça quand on parle du concept d'effacement. Donc, il faut penser aux gens qui sont toujours ici, qui retiennent encore leurs droits. Et il faut toujours revenir à ça. Donc, je pense que ça, c'est vraiment les choses qui peuvent aider graduellement. Et la lutte continue et sa complexité que nous, comme peuple autochtone urbain, nous pouvons auquel nous pouvons nous référer en termes de nos droits, cela ressemble aussi à une compréhension qui graduellement émerge. Donc, pour pouvoir, revenir à un sens de se sentir bienvenu, mais et reconnaître qu'on a peut-être des droits en tant que titre, peut-être pas reconnus, mais il faut vraiment reconnaître, essayer de déterminer à quoi est-ce que ça ressemble à Vancouver. Et je sens qu'on va arriver à une entente avec le temps. Mais je vais partager vite fait que moi, personnellement, je porte vraiment un enseignement de Mère Georges de la nation Tsleil-Waututh. Donc, il parlait de cette plaza de nation. C'est écrit pendant Expo. Et ça... Donc, c'est l'idée du plaza de plusieurs nations ensemble. Cette place pour tous, toutes les nations. Et c'était une vision inclusive, un espace culturel de toute culture autochtone pour se rassembler et pratiquer leur culture et leur gouvernance dans ce lieu. Et hébergé par Musqueam, Tsleil-Waututh et Squamish. Donc, je crois que cette vision était dans la ville. Nous sommes sur les terres de ceux qui ont toujours existé, continuent d'exister ici, et leurs lois, leur gouvernance et leurs systèmes qui sont ici. Donc, nous pouvons travailler vers vraiment un sens de bien-être, de gouvernance sur les terres des autres, mais en reconnaissant et gardant ça à l'esprit. Donc, ça c'est des choses qui me gardent à aller, de me rappeler, me souvenir de ça. J'adore cette idée de Plaza des Nations. Donc, pour un peu de clarté, nous avons eu ces conversations pendant longtemps. Donc, nous parlons des changements que nous voudrions avoir. Donc, je veux poser ça. Comment, si un de vous veut participer, nous allons prendre une pause dans 5 minutes, mais quelques dernières pensées sur l'idée d'autodétermination. À quoi est-ce que ça ressemble, donc, pour des Autochtones urbains qui participent et ont le droit de participer dans la gouvernance au sens plus large? Donc, si on pense aux services et ressources pour les personnes autochtones urbaines, est-ce qu'on essaie de créer, donc, un Two-Row Wampum où il y a
où nous, on travaille dans notre lignée, mais on n'intersecte pas avec les systèmes de gouvernance dominante colonialiste? Est-ce on le fait comme de façon séparée, mais en parallèle, ou est-ce qu'on parle d'intégration, de changer vraiment le courant dominant de gouvernance dans sa structure en tant que telle, pour que ça crée une solution équitable pour tous? Donc, je suis intéressée à entendre vos réflexions sur ça. Donc, j'aimerais partager quelque chose que je crois serait intéressant. Nous sommes les seules personnes tribales ici. Et si vous regardez le pays maintenant appelé les Émirats arabes unis, il y a 14 différentes tribus là, qui forment ce pays. C'est pas inconcevable que nous pourrions créer un modèle de gouvernance dans la ville de Winnipeg qui inclurait nous tous, les Premières Nations, les Métis et les Inuits et le courant dominant colonialiste. Donc, un modèle où il y aurait un gouvernement collectif en haut. En dessous, il y aurait une structure pour les Premières Nations, pour les Métis et les Inuits, pour bâtir leur propre consensus, pour faire face à ce plus grand gouvernement. Donc ça, c'est une pensée. Donc, nous savons qu'il y a la puissance dans les nombres. Donc, il y a une équation qui est importante dans tout ça. Mais il y a aussi l'opportunité de changer comment certaines choses fonctionnent dans la société canadienne. Donc, par exemple, si vous regardez le colonialisme dans sa forme la plus pure de contrôle, c'est le contrôle des autres par un très petit peu de gens. Donc, le gouvernement colonialiste avait le contrôle total des peuples autochtones. Et dans la première édition, nous n'étions même pas considérés des êtres humains. Et nous l'étions, bien sûr. Et toutes les personnes tribales, tous les peuples du monde ont été des tribus à un moment. Nous avons tous ces origines communes. Les grandes questions auxquelles nous devons répondre sont comme personnes, comme peuples différents sous cette ombrelle d'autodétermination. Qu'est-ce que nous voulons? Comment est-ce que nous voulons que notre gouvernement fonctionne? Comment est-ce que nous voulons qu'à l'interne, cette structure fonctionne pour que notre développement économique, notre secteur de développement économique, les ressources. Donc, par exemple, à Winnipeg, nous avons la seule caisse populaire autochtone, Métis autochtone. C'est la seule au Canada. Et moi, je suis sur le CA de cette caisse. Présentement, cette caisse doit fonctionner exactement de la même façon que d'autres caisses populaires. Mais nous servons une population entièrement différente. N'est-ce pas? Nous servons les Premières Nations, les Métis, les Inuits, urbains. Et nous savons la différence et nous aimerions opérer notre banque d'une meilleure façon pour servir nos clients autochtones. Mais nous ne pouvons pas le faire présentement parce que la structure de gouvernance d'une caisse populaire est non autochtone. Et elle s'impose sur nous à travers des législations particulières. Et sous le UNDRIP, nous devrions être capables de négocier les changements que nous voulons à l'intérieur de nos caisses populaires pour servir nos clients et nos peuples. Et nous avons des bons exemples de ça. Donc, j'ai mentionné plus tôt des
des valeurs et des morales. Donc, le système de caisse populaire est basé sur des éthiques et valeurs non autochtones. À quoi ressemblerait une caisse populaire basée sur des valeurs autochtones, guidées par nos propres valeurs et éthiques? Et comment pouvons-nous traduire ça d'un organisme en un gouvernement municipal, provincial, fédéral? Comment là? Est-ce que tu aimerais partager tes pensées sur ça? Je crois que nous essayons de terminer, prendre une pause vers 12h30. Et ensuite, nous allons prendre une petite pause et revenir pour des questions. Donc, sur cette note, j'aimerais juste dire que personnellement, quand je regarde les lois autochtones de cette terre, je me dis, elles sont les lois par lesquelles nous devons nous gouverner et elles sont les lois de la terre. D'accord, si les gens veulent parler d'intersection, d'intégration, de façon occidentale, et c'est là où est-ce que nous sommes, ça ne serait pas un déplacement, OK. Mais je vais aussi citer une personne Tsleil-Waututh, Charlene Alec de Tsleil-Waututh Nation, a dit que quand nous sommes à Rome, quand nous sommes à Musqueam, Tsleil-Waututh et Squamish, faites comme les peuples Tsleil-Waututh, Musqueam et Squamish. Donc, il ne faut pas que les peuples autochtones doivent constamment prouver qu'ils ont le titre de leur terre, qu'ils ont le droit d'être là, que la doctrine de découverte a créé tellement d'effacement, ça a été tellement puissant que les gens ne le voient juste pas, ils ne comprennent pas les terres, à qui appartiennent ces terres. Et le plus que nous encourageons cet effacement, il faut que on doit vraiment reconnaître que ces lois ont changé, ont été adaptées avec le temps, mais il faut. Mais ces lois et coutumes originales des terres devraient être celles qui déterminent les changements. Et je le vois le faire dans cette ville en tant que les processus de décision et en tant que ils deviennent quand même des voies qui guident de plus en plus les décisions de la ville, mais je pense que quand on parle les ententes initiales, l'idée de bienvenue, tous nos ancêtres avaient vraiment offert la bienvenue à tous. Mais vous devez aussi nous laisser continuer à vivre de notre façon, avec nos mœurs. Et ça n'a pas été honoré. Donc maintenant, nous sommes au stage où, moi personnellement, je crois que les personnes originaires d'ici, qui ont droit à leur système de gouvernance, devraient avoir le plus de présence et devraient vraiment avoir prédominance. Je pense que ça, c'est la vue la plus extrême, mais au moins interlacé à la base. Ah, mais quand vous regardez au traité, les gens disent, et même pour des personnes autochtones urbaines, ils vont dire, ah, c'est seulement à l'intérieur de vos propres communautés, mais c'est aussi basé sur la terre. C'est aussi basé sur la société. Donc, les personnes autochtones ont les systèmes, ont les lois qui, au moins à un certain degré, devraient guider les moyens qu'on opère sur ces terres. C'est pas juste sur les réserves, c'est pas juste pour les personnes autochtones urbaines, c'est pour tous. Et c'est comment nous pourrons perturber cet effacement. Donc, c'est comme ça que je nous vois avancer vers l'avant. Donc, je pense que ça, c'est une très belle pensée. C'est très inspirant ce que tu dis. Et maintenant, merci à tous pour vos pensées et dans cette conversation. Donc, on s'arrête maintenant pour 5 minutes et quand nous allons revenir, nous allons ouvrir la discussion sur des enjeux principaux. Quels sont des modèles
qui fonctionne le mieux, des protocoles? Quel est le rôle que nous, équipe, peut jouer pour soulever les enjeux de gouvernance? Donc, si vous voulez revenir à... Bonjour à tous. Re-bienvenue. J'espère que vous avez eu le temps d'aller se chercher un café, prendre de l'eau, aller aux toilettes. Depuis une demi-heure, 20 minutes, plus tôt, pour les dernières 20 minutes, j'aimerais entendre Kamala ou vos commentaires aussi, si vous avez des observations, des questions, des commentaires que vous aimeriez faire. Je vous vois qui tranquillement, vous revenez de la pause, vous ouvrez vos caméras. J'ai appris beaucoup de choses. Merci de me recevoir ici. Il y a eu une référence au modèle de prise de décision de consensus. La voie de la prise de décision. Est-ce que ces deux éléments sont pareils? Vous avez peut-être, Amy, peut-être que vous avez davantage d'expérience là-dessus. Moi, je les vois comme différents. Absolument. Notre système dans lequel nous vivons, notre système de gouvernance au niveau le plus élevé, fédéral, provincial, municipal, ce n'est certainement pas basé sur le consensus. Sinon, il y aurait une meilleure prise de décision, particulièrement sur des enjeux importants. Et on vit dans un système très structuré de par sa conception même. Ce système privilégie certaines personnes par rapport à d'autres, de plusieurs façons différentes. Et ça, c'est une différence énorme entre les droits du collectif en comparaison avec les droits de l'individu. C'est tellement important par rapport à ce qui se passe dans nos sociétés depuis des années maintenant, comment les gens sont marginalisés, exclus, non participatifs dans leur société. Ce fut le résultat pour trop de personnes autochtones. Ensuite, les actions prises contre nous par la loi sur les Indiens, la création des pensionnats, les écoles de jour, la rafle des années 60, la stérilisation forcée, non consentie. Beaucoup de ces éléments dont nous sommes au courant ont été possibles en raison de la structure de la gouvernance canadienne. Ce que j'ai dit plus tôt, hier, c'est que nous avons une opportunité, plus que jamais auparavant, de changer le Canada. Et je le sais parce que nous avons créé le Thunderbird House à Winnipeg. Le Thunderbird House est fondé sur un schéma de pensée basé sur la roue de la médecine. Beaucoup de personnes sont venues à Thunderbird House, beaucoup de personnes non autochtones qui ont participé dans nos cérémonies, dans nos discussions. Ils ont changé. Ils ont changé de façon réelle. Le problème est que pas assez de ces personnes ont cette opportunité. Je le sais, nous le savons, en raison du racisme et de la discrimination, il y a des personnes qui nous détestent, n'est-ce pas? Qui veulent nous attaquer physiquement. Mais ils ne sont pas en majorité. Mais c'est prouvé aussi que même certains d'entre eux peuvent changer. Il y a cela qui existe sur un autre niveau. Mais comment amener cette question
comment la mettre de l'avant? Comment amener une meilleure perspective? Comment changer les choses? Comment changer les personnes pour le mieux? Nous le faisons, je le crois, mais notre impact à ce moment-ci est limité en raison de nos ressources limitées. Aller de l'avant, on ne peut pas penser à certaines choses à faire. On doit non seulement penser à certaines choses, mais penser à toutes les choses que l'on doit faire. On doit aller chercher des fonds pour la gouvernance. Même notre mouvement politique appartient au gouvernement. C'est acheté, c'est payé par les gouvernements. Ce n'est pas une liberté, ça. Regardez de l'autre côté de la frontière. À NAACP, l'Organisation nationale pour les personnes descendants des Africains. La majorité du financement leur vient d'eux-mêmes. Ils ont des milliardaires, par contre, parmi eux. Nous n'avons pas ce genre de personnes parmi nos communautés. Pas encore. Nous avons quelques millionnaires, mais pas de milliardaires. Mais si on va de l'avant, on doit regarder la possibilité d'agir avec des options qu'on n'a pas utilisées par le passé. On doit contacter ces personnes qui ont de l'argent et les convaincre de financer une partie de nos activités. Et ce n'est pas contre la loi. Ils le font aux États-Unis. Déjà, quelques organisations le font au Canada, par exemple. Je viens de connecter avec Richard Branson sur LinkedIn. Et j'ai une conversation avec M. Branson. Et il est le genre d'homme d'affaires qui pense différemment que d'autres. À la fin de la journée, peut-être qu'il sera prêt de me donner à quelqu'un d'autre des fonds pour travailler sur le travail sur lequel nous avons besoin de travailler. Donc, ça fait partie des faiblesses de nos organisations. On a besoin de commencer à aborder ces faiblesses de front. Je crois qu'on peut regarder du côté des exemples, les modèles de cas de référence basés sur le consensus ou sur une prise de décision inclusive. Si on voit qu'il y a eu du succès, peut-être qu'il peut y avoir une plus grande compréhension ou croyance dans la valeur de la prise de décision, de ces modèles de prise de décision. Kamala? Oui. J'y pense. En général, je ne sais pas ce à quoi ressemblent ces processus de prise de décision. Nos lois ont été dérangées. Il y a une représentation sur le conseil de la ville de Vancouver. Ce sont des représentants. Donc, ce n'est pas toute une communauté. Il y a cette question qui demeure. Ce que j'ai mentionné au cercle plus tôt et ce que je continue d'apprendre, c'est l'idée que nous avons tous notre place dans le cercle. Nous avons ce sentiment d'appartenance. Pour les plus jeunes, les personnes avec une diversité de genre, ça n'a pas toujours été le cas dans la société canadienne, dans la société occidentale, avec la discrimination sur les individus et l'idée qu'il y a des experts et des autorités et des personnes suprêmes. Donc, ces idées ont contribué au fait que certaines personnes pensent que d'autres n'ont pas de valeur. Cette façon de penser occidentale qui a été imposée ici, je crois que c'est ça qu'on a besoin de restaurer. Certaines personnes pensent que c'est une idée romantique, mais je crois fermement que les communautés autochtones, de façon traditionnelle, ont cette compréhension que nous faisons tous partie du cercle, nous avons tous nos dons, nous avons tous notre médecine. Donc, si on peut restaurer cette idée, cette façon de vivre, je le vois. Je vois que les jeunes, constamment, doivent demander une reconnaissance, demander une place à la table, demander le respect de leurs droits,
de façon intersectionnelle. Nous avons peut-être un leadership élu qui peut prendre des décisions de notre part pour nous, mais on doit savoir que chacun d'entre nous a de la valeur. Nous sommes tous aimés, nous avons tous une valeur. C'est ce que ça signifie pour moi. La démonstration que quelque chose que peut mieux fonctionner que qu'est-ce qui existe pour tout le monde, pas seulement pour un groupe qui fait les choses d'une certaine manière. Nous, comme personnes autochtones, nous avons besoin d'en faire davantage. Et je crois que les opportunités pour nous de faire cela, c'est là que la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones entre pour les personnes autochtones au Canada, c'est critique. Notre leadership, ce qu'elle met sur la table pour discussion, pour fin de discussion, on ne doit pas se dépêcher pour prendre une décision. Vous devez prendre une décision rapide. N'est-ce pas? C'est le genre de décision qui doit être prise immédiatement. Mais sur d'autres sujets où ces enjeux sont importants pour tout le monde, comme Canadiens, comme personnes autochtones, nous devons prendre une décision de prendre davantage de temps. Comme j'ai dit plus tôt, à date, notre structure nous vient des autres. Ça ne vient pas de nous. Ce que nous faisons encore dans nos cérémonies est très vrai et ressemble à ce que nous faisions. On essaie d'honorer ces façons de faire historiques. On ne le fait pas encore assez. On doit l'appliquer à d'autres choses et à la gouvernance. Donc, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'une gouvernance, une autogouvernance autochtone pourrait créer des modèles hybrides? On ne dit pas aux Canadiens on est meilleur que vous. On dit on fait les choses différemment. On a fait les choses différemment par le passé. Et si vous le voyez et vous aimez ça, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas cela ensemble dans notre pays? Et c'est pourquoi j'utilise l'exemple du Thunderbird House, parce que ces individus viennent s'asseoir avec nous. Ils sont prêts à apprendre de nous, vraiment. Et une façon de faire. Est-ce que ça fait en sorte que ce sont de meilleures personnes? Si c'est le cas, pourquoi ne pas leur permettre de continuer à participer pour qu'ils puissent apprendre de nous, pour qu'il y ait une croissance ensemble? Je crois que c'est essentiel. Et on ne s'aime pas. Si on ne s'aime pas ces éléments de partage, notre futur, dans le futur, on ne récoltera pas. Et pour cette question, Lorraine, est-ce qu'il y a d'autres idées que quelqu'un aimerait partager ou d'autres commentaires? J'ai de la difficulté à rassembler mes pensées avec les millions de choses qui se passent en même temps. Certains d'entre vous me connaissent. Je travaille avec Newick. J'étais la coordonnatrice et vous me manquez tous tellement. Donc, vous devriez vous attendre à me voir ici, à ces événements. Bon, c'est amusant. Ça fait du bien de vous entendre. Donc, c'est ma première fois de travailler dans un gouvernement colonialiste. Donc, j'ai juste commencé au mois de mars. Je suis la seule personne
il y a personne d'autre dans la ville qui travaille dans ce domaine. Donc, je suis la première superviseure autochtone. Donc, je suis en train d'inventer des choses au fur et à mesure. Donc, c'est cool de certaines façons et difficile d'autres. Et très peu de gens s'identifient avec la ville. Donc, bien sûr, il y a des personnes autochtones qui travaillent pour la ville, mais ils ne s'identifient pas avec la ville. Donc, peut-être qu'ils ne se sentent pas en sécurité avec la ville ou peut-être qu'ils sont juste pas là. Donc, pour moi, chaque fois que je viens à un événement comme ceci, j'essaie d'absorber comment est-ce que j'amène des systèmes de gouvernance autochtone dans le gouvernement de l'intérieur. Comment est-ce que j'enseigne? Comment est-ce que je leur enseigne sur nos systèmes de gouvernance? Et une chose, un des enjeux sur lesquels je parle, c'est les relations familiales. Donc, je fais toujours une longue introduction où je dis qui je suis, qui est ma famille, et ensuite je leur parle de pourquoi je fais cela. Et je parle de l'importance de nos liens familiaux ancestrales. Donc, quand tu connais la grand-mère de quelqu'un, donc tout à coup, tu internalises ton sens de responsabilité envers cette personne. Ça devient un devoir moral, donc de bien faire par cette personne. C'est pour ça c'est tellement important et c'est pour ça vraiment la dissection de ces éléments-là est tellement importante. Donc, afin de vraiment défaire le colonialisme. Donc, je n'ai pas de questions, mais ça, c'est des choses, des questions que je jongle et avec lesquelles je lutte. Comment est-ce que je veux engendrer ces changements et systèmes de connaissances afin de bâtir des stratégies dans ce que je fais avec ces systèmes. Donc je tente de vraiment me ressourcer, de me lier avec ces gens qui peuvent me guider. Donc, je pense que c'est lors des premières 4 semaines ici à l'Envoi, j'ai dit « Becky, j'ai besoin de toi ». Donc, on a eu une réunion et on a parlé et elle m'a partagé un peu ses pensées. Donc, on a des stratégies d'engagement. Donc, les relations avec les Premières Nations sont compliquées parce qu'il y en a tellement. Donc, à travers les deux côtés des eaux. Donc, surtout à New Westminster, parce que aucun des peuples vivait dans cette ville. Tout est très nouveau. Donc, je pense que je voulais juste dire merci d'avoir tout partagé cela avec moi. Et aussi, si vous avez des pensées, des réflexions, des conseils, n'importe quoi, je vais tout absorber. Donc, merci de partager Kamala, Damon et tout le monde ici. C'est tellement bien, ça fait tellement du bien de te voir, Christina. Donc, ce sont des problèmes très, très complexes avec lesquels nous faisons face. Et les barrières systémiques sont réelles. Elles sont non seulement historiquement écrites, mais elles sont aussi engendrées psychologiquement. Le gouvernement colonial, à moins que les gens... je crois que Kamala, c'est toi qui disais ça. On a désespérément besoin d'une éducation, d'une sensibilisation autour des formes alternatives de gouvernance, de gouvernement. Parce que maintenant, ces gens qui sont au pouvoir ne peuvent même pas imaginer le succès de formes de gouvernance alternatives. Donc, sans avoir accès à ces façons de comprendre que ces formes de gouvernance sont basées sur... ces formes de gouvernance sont basées sur la suprématie blanche présentement. Donc, à moins de comprendre cela, de comprendre qu'il y a des alternatives, et je crois qu'il y a des modèles réussis qui ont du succès. C'est aussi injuste d'être la seule personne. Donc ça, c'est quelque chose de très lourd à porter. Surtout si tu sois engagé avec la ville. Vancouver avait une personne avant. Avant moi, je faisais de la planification urbaine comme personne autochtone. Donc, il faut reconnaître que c'est lourd à porter.
Donc, espérons que vous pourrez trouver des soutiens, des formes de soutien. Donc, Burnaby, et on continuera à parler de ça après, Burnaby tente de faire plus de formation de ses employés. Donc, moi, je fais en fait une vidéo pour leurs employés d'ailleurs, où je fais des entrevues de personnes sur ce territoire pour que les gens puissent comprendre. Et il y a un manque d'éducation, de connaissances. Donc, les gens ne savent même pas que vous êtes sur le territoire de quelqu'un d'autre, que vous ne connaissez pas l'histoire des exils, Et je sais que aussi difficile et aussi vulnérable que ça peut être, mais si vous vous sentez assez fort et capable de le faire, tenez-vous fort dans votre façon d'être, votre identité. Des fois, je sais que c'est très, très difficile. Des fois, je pleure, je dis, je peux pas le faire. Mais autant que possible, il faut changer cette culture de suprématie blanche et cette façon de faire juste en poussant et disant non, on va changer. À n'importe quelle chance que vous avez, je sais que c'est beaucoup à entreprendre, mais sentez-vous que vous avez le droit. Donc, parce que le système colonial, il est massif, il est imaginaire et il est destructeur. Et vous pouvez faire ces choses à votre façon. Donc, j'apprécie beaucoup ça. Je pense qu'une chose que j'apprécie avec New West, c'est qu'ils sont très ouverts. Ils me permettent d'être très honnête avec eux. Je me sens pas comme... je sens pas une réactivité de leur part. Et une chose que je suis en train de mettre en œuvre moi-même, et une chose que la Ville me permet de faire, c'est d'avoir un aîné qui est invité, qui sera ici pour la journée, et juste pour avoir une présence à la mairie, pour être un soutien pour moi. Donc, juste une éducation douce, comme ça les gens ne savent même pas qu'ils sont en train d'apprendre, juste en étant exposés à cela. Donc, j'ai hâte à ça et je pense que ça va vraiment, m'amener vraiment de la positivité. Donc j'ai hâte j'ai vraiment d'en parler davantage, Kamala. Merci. Merci beaucoup pour vos commentaires et de partager ça, Christina et Kamala. J'aimerais juste donner la chance aux gens dans la plateforme juste quelques instants de plus pour partager un peu. Si vous avez des dernières pensées avant de terminer. Donc, je pense que moi, c'est une des choses les plus importantes, c'est de regarder comment on fait les choses. Comment est-ce qu'on dit les choses aux autres? On sait que les Canadiens, généralement, beaucoup d'entre eux se sentent menacés par nous. Et c'est pas non familier ou différent de ce qui se passe aux États-Unis avec les néo-nazis. Les gens là, ils ont peur que les personnes racisées vont prendre le dessus. Donc, quand je parle publiquement, je suis très consciente de ce que je dis. Comment je le dis. Vous savez ce que je veux dire? Si vous allez changer votre comportement et changer la façon dont les gens pensent à vous, vous devez penser à ce que vous leur dites et vous poser la question, est-ce que je vais causer davantage de tort avec ce que je dis, ce que je fais? Si on envoie un message que les personnes autochtones ont quelque chose de bien à offrir au Canada, comment convaincre les Canadiens? Comment est-ce qu'on peut agir pour qu'ils aient confiance en nous? Et j'illustre cela avec qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud. Nelson Mandela a passé 15 ans en prison pour libérer son pays. 27 ans. Oui, d'accord. Et le prochain leader qui vient après doit l'enlever du pouvoir parce qu'il est corrompu, n'est-ce pas?
Et maintenant, certains Africains tuent d'autres personnes, d'autres endroits de l'Afrique. Ils les font brûler vivants parce qu'ils disent qu'ils volent les emplois des autres. Est-ce que c'est quelque chose que M. Mandela apprécierait? Qu'est-ce qui est la cause de cela? Plus on peut comprendre, plus on peut agir pour comprendre les divisions qui existent entre nous au Canada. On doit se poser la question, qu'est-ce qu'on peut changer pour créer un meilleur résultat final pour tout le monde? Ce n'est pas une question d'être gentil, c'est une question de parler à son public pour qu'il puisse vous entendre, vraiment vous entendre. Voilà, c'est la dernière chose que je voulais dire. Merci. Ce sont de bons mots pour fermer, pour clore cet événement. Je vous invite à participer à notre événement le 30 septembre, la thématique de la justice. J'aimerais inviter les personnes à participer en joignant la plateforme de mobilisation des savoirs autochtones en milieu urbain, de aimer notre page sur Facebook. J'aimerais remercier les gens de iMedia pour leur soutien technique. J'espère vous revoir. J'aimerais remercier Damon et Kamala. J'ai bien hâte de continuer ces conversations avec vous tous. Prenez soin de vous. Au revoir.